Salut les bouseux, aujourd'hui on va parler d'extrémisme, non pas de métal extrême, ni de BDSM, je comprends votre déception, mais d'extrémisme en politique. En effet, dans notre société, on va généralement considérer comme extrémiste un type qui prend un camion pour foncer dans la foule en faisant un maximum de victimes, ou qui se fait péter avec une bombe dans un concert, mais aussi un autre qui tire au fusil d'assaut sur des innocents parce qu'il a peur que la race blanche disparaisse, tout comme serait extrémiste une féministe qui prend des photos de ses règles. Est-ce que tout cela est bien comparable? Est-il raisonnable par l'emploi du même terme pour catégoriser de sous-entendre qu'une photo d'entrecuisse avec des menstruations, c'est similaire à des idéologies suprémacistes et génocidaires? Hein? Quand même. Les règles, c'est pire! Par l'emploi du même terme pour décrire des phénomènes différents, nous sommes ainsi poussés à avoir une vision floue, confuse de réalités diverses. C'est un amalgame implicite, un déshonneur par association, qui est forcément au détriment des activistes, jetés dans le même panier que des assassins. Cette accusation d'extrémisme employée à l'emporte-pièce est un outil très pratique pour diaboliser ses opposants. L'extrémisme c'est mal, je suis contre l'extrémisme car je suis contre des personnes que je qualifie d'extrémistes, donc je suis le gentil. C'est ainsi que des gens comme Marceau ou le Raptor dissident vont prétendre s'en prendre uniquement aux féministes extrémistes, alors que dans les faits, ils s'en prennent à toutes les féministes, sauf celles qui sont mortes. C'est un tour de passe-passe rhétorique similaire à l'identification des féministes de Twitter dont on a pu parler dans LBM 51. Pourtant, un type comme Marceau, qui est pour la peine de mort et la mise en place d'un régime autoritaire et militariste pour lutter contre les dérives du progrès et de la liberté en prenant exemple sur le Troisième Reich, eh bien, il n'a peut-être pas de leçon à nous donner sur l'anti-extrémisme. Peut-être aussi que le Raptor dissident qui pense que la parité est un extrémisme totalitaire, mais qui trouve normal de considérer les LGBT comme déviants, qu'on mesure la valeur d'un homme à ses hormones, et que des communistes s'infiltrent dans notre société pour détruire notre culture. Bref, peut-être que lui aussi a une vision un petit peu orientée de ce que serait l'extrémisme. De la même manière, on retrouve ce genre d'accusation chez des gens qui sont en apparence dans le même camp politique. C'est-à-dire que sera traité d'extrémiste celui qui va politiquement plus loin qu'un autre et ainsi jugé comme allant trop loin. Un bon exemple, c'est Nawak, qui est censé être de gauche, progressiste, tout ça, ne riez pas. Mais dès que tu lui fais une remarque comme quoi il creuse pas assez, comme quoi il est trop léger dans son analyse des discriminations et qu'ainsi il en diffuse lui-même, bah le mec il te traite d'extrémiste. Alors que c'est juste parce qu'il est modéré avec une approche superficielle, libérale, et qu'il est critiqué par des gens radicaux, c'est-à-dire qui voient les discriminations comme un système, des dominations sociales, et non pas comme des personnes isolées qui sont méchantes ou ignorantes. Forcément, si tu penses que les discriminations, c'est des gens méchants ou bêtes, et que toi, t'es pas méchant ni bête, voyons pas moi, je fais rien de mal. Mais qu'on essaie de t'expliquer qu'en fait, c'est toute une culture, forcément tu tombes de haut, et il est plus pratique, plus simple de se dire que c'est de l'extrémisme. Ah là là, ces extrémistes qui voient le monde de façon binaire, hein. Alors que c'est bien connu en réalité, il y a les gens raisonnables et les extrémistes qui voient le monde de façon binaire. Oh putain. Le problème, c'est que l'extrémisme, ça existe, mais qu'il n'est jamais défini correctement. Pire, ce terme n'est parfois même pas employé quand il serait pertinent. Je pense à l'islam radical et la radicalisation, des expressions pour désigner une dérive terroriste. Alors que bon, un type qui porte une ceinture explosive pour se faire péter sur un marché, c'est vrai que c'est radical, mais c'est surtout extrême. Alors pourquoi cette confusion ? Je serais complotiste, je dirais que c'est fait exprès pour discréditer les politiques radicales en les amalgamant à la violence démesurée. Alors que bon, si ça se trouve, c'est juste parce que dire extrémisation, c'est moche. Et ça se défend. Mais ça ne retire rien à l'amalgame. Quoi qu'il en soit, on a, je pense, deux manières de définir l'extrémisme. Une manière relative et une manière absolue. La relative consiste à dire que c'est extrémiste parce que ça va trop loin par rapport à ce qui est considéré acceptable. Et la manière absolue, c'est de dire c'est extrémiste parce que ça possède des caractéristiques qu'on a reconnues comme étant extrémistes. Malheureusement, la manière relative est la plus courante alors qu'elle est la plus bancale. Et quand c'est courant mais bancal, ça se casse vite la gueule. En effet, elle s'appuie sur la norme et la distance qu'un discours peut avoir par rapport à elle. C'est-à-dire que plus on s'éloigne de la norme et plus on serait extrême. Mais la norme elle-même peut être extrémiste selon d'autres critères.
Dans une société fasciste, hiérarchisée par des rapports de force violents, un militant pour l'égalité en droit et l'humanisme sera un extrémiste. C'est d'ailleurs pour cela que les républicains se situaient à l'extrême gauche quand la norme était la monarchie absolue. Sur le même principe, dans un pays comme le nôtre, où 130 femmes meurent chaque année sous les coups de leurs compagnons ou ex-compagnons, où des milliers se font violer, agresser sexuellement et ne sont qu'une minorité à porter plainte car la victime est culpabilisée et l'agresseur excusé. Bref, dans un contexte comme le nôtre, on peut se demander si ce n'est pas notre société qui est extrémiste et les féministes qui incarnent une approche raisonnable. De la même manière, on peut aisément considérer que le racisme est un extrémisme et l'antiracisme la position raisonnable. Mais en voyant ces deux positions radicalement opposées comme deux extrêmes, on peut être sujet au sophisme du juste milieu. Ce juste milieu qui nous pousse à considérer que la bonne position est la cravate du notaire et d'être modéré, de faire des compromis avec les deux extrêmes et ainsi d'être raciste. Oui, mais raciste avec modération. Ce qui arrange les racistes, car même avec modération, on est toujours raciste. Ainsi, dans une telle situation, le modéré est plus proche des extrémistes que des gens raisonnables, pourtant radicaux. Il faut alors définir correctement ce que serait l'extrémisme dans l'absolu, identifier des critères, des caractéristiques, pour éviter de se perdre dans du relativisme et de la modération déconnectée de la réalité au profit des extrémistes. La première chose à laquelle on pense à l'écoute du mot extrémiste, c'est la violence, physique ou verbale, en omettant la violence symbolique, mais bref. Pourtant, la violence peut être légitime. C'est le cas de la légitime défense. C'est le cas de l'opprimé qui se révolte. Là où ça se gâte, c'est que l'extrémiste se croit dans cette situation. Il croit que sa cause est juste. Car il faut bien concevoir que l'extrémiste n'est pas fou, il n'est pas malveillant, ni même irrationnel. Au contraire, il développe sa propre logique et sa propre morale, qui sont valides, mais dans un monde alternatif. Comme un univers fictif, cohérent avec lui-même. On accepte un univers d'heroic fantasy parce que l'auteur nous fournit des éléments cohérents pour adhérer, et ceci étape par étape. De la même manière, la dérive extrémiste s'opère par des modifications graduelles des repères rationnels et moraux. On le constate par exemple dans Fight Club. Qui ne s'est pas dit qu'ils ont raison de tout faire péter? En occultant que vous soutenez une secte de virilistes réactionnaires ayant recruté ses membres chez des marginaux endoctrinés par l'ultraviolence et la soumission, rêvant d'un retour à l'ordre naturel. On va prendre l'exemple de ceux qui sont sûrement les plus gros extrémistes que la Terre ait portés, les pires raclures que l'on connaisse, la référence du mal absolu. Je veux bien sûr parler des véganes. Quoi? Et qui a écrit ça? Candy! Alors, c'est toi qui as changé mon texte? Oui, il y a des véganes, ils veulent te faire manger des légumes, mais ils sont pas tous comme ça, hein. Tu fais un amalgame, il y en a des biens. Je voulais bien sûr parler des nazis. Les nazis, en effet, se croyaient dans leur droit de défendre la race aryenne contre la menace du complot juif. Pour eux, c'était de la légitime défense. Pourtant, spoiler, les nazis avaient tort. Bim, ça dénonce. Ainsi, ce qui distingue l'extrémiste des autres, ce n'est pas juste l'usage de la violence, mais l'usage de la violence inappropriée. Le nazi s'invente une réalité. Le nazi s'invente une réalité, la race aryenne, menacée par les juifs. De plus, cette réalité est une menace mortelle à laquelle il convient, selon le nazi, de répliquer par la violence. À l'inverse, poser une bombe pour tuer des officiers nazis pendant l'occupation, bon, ça passe. Ce n'est pas qualifié d'extrémiste à moins d'être nazi, parce qu'on sait qu'un résistant a raison et que la réaction est proportionnée. Ainsi, le premier critère pour identifier une dérive extrémiste, voilà, casse-toi, même si ce n'est pas nécessaire, est la création graduelle d'une réalité fantasmée qui représente une menace mortelle. Voilà d'ailleurs pourquoi on retrouve plus facilement, et même systématiquement, le fanatisme chez les idéologies religieuses que purement politiques, la religion étant déjà une incompréhension du réel. Bref, c'est ce premier refus du réel qui constitue la dérive. En effet, d'autres groupes politiques présentent des menaces mortelles sans pour autant pratiquer le terrorisme, parce qu'ils restent connectés au réel. Les véganes, par exemple, tu vois, j'en parle. Les véganes considèrent que l'on extermine des milliards d'animaux sans que cela soit bien justifié. Ils ont raison, c'est indéniable. Voilà pourquoi, face à cette réalité, les véganes ne posent pas de bombes, ne tuent personne.
Alors qu'avec leurs principes, ça pourrait être défendu comme légitime face à cette réalité horrible, qui est celle notamment de l'élevage en batterie et des abattoirs. Pourtant, la plupart ne font que changer leur mode de vie, et certains font de la communication, fût-elle parfois agressive, mais sans passage à l'acte, par exemple terroriste. C'est bien parce qu'ils ont toujours ce lien avec la réalité qui les empêche d'avoir une véritable dérive extrémiste. Dans le pire des cas, certains se couperont de la réalité en voulant qu'un chat ne soit plus carnivore. Tu vois, je le dis. Mais même là, on est loin du djihadiste qui se ferait exploser la gueule dans une charcuterie. Et ce serait une vraie boucherie. De la même manière, les féministes radicales ont raison de considérer qu'il existe une domination masculine qui est une menace mortelle, en particulier pour les femmes. Pourtant, en un demi-siècle de féminisme radical, il n'y a eu aucune volonté, par exemple, d'assassiner des responsables présumés du patriarcat. Alors que ce serait tentant, hein, il y en a qui cherchent à force de se promener dans la rue avec leurs propos et attitudes sexistes, ou de faire des vidéos YouTube pour justifier la misogynie. En fait, c'est même plutôt le contraire. Ce sont les extrémistes du camp d'en face qui s'inventent la menace du féminisme et de la libération des femmes, de la féminisation de la société, qui tuent, comme ce fut le cas le 23 avril 2018 à Toronto, 10 morts, ou en 89, avec l'attentat misogyne à l'école polytechnique de Montréal, 14 morts. Ainsi, nous avons déjà des éléments que je pense fondamentaux pour identifier l'extrémiste. Il s'invente une réalité qui doit contenir une menace mortelle et il réagit donc forcément de manière qui nous apparaît disproportionnée. Bien sûr, sans réalité fantasmée, mais avec une menace mortelle, la dérive extrémiste peut exister, mais elle est plus rare. C'est le cas, par exemple, de certains groupuscules d'extrême gauche, pour qui le capitalisme réel est une menace mortelle. Ces groupuscules, qui actuellement n'existent plus, étaient censés être révolutionnaires, mais sont passés dans le camp du terrorisme, car ils ne visaient plus une idéologie, mais les acteurs de cette idéologie, ce qui revient, dans notre contexte, à se tromper de menace. Il faut alors d'autres éléments pour les identifier, et personnellement, j'utilise plusieurs astuces. La première est que l'extrémiste considère que la fin justifie les moyens. L'extrémiste acceptera de nier des principes moraux fondamentaux, voire et surtout ses propres principes, si cela lui semble nécessaire pour sa cause. Si pour la plupart des gens, tuer un innocent c'est mal, l'extrémiste lui préférera tuer un innocent que de laisser filer un coupable. Si la fin justifie les moyens, alors l'extrémiste n'aura plus de limites, ce qui le caractérise, et pourra se compromettre avec sa propre idéologie, contrairement à un radical qui, par essence, refuse les compromis et donc de renier ses principes. De plus, l'extrémiste doit considérer détenir la vérité, la seule, l'unique, et toute division est perçue comme une menace. Si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi. Cette pensée qui fut très présente chez les communistes d'inclinaison stalinienne et qu'on retrouve encore parfois est aujourd'hui particulièrement répandue à l'extrême droite qui collera sur à peu près tout le monde l'étiquette de collabo ou de traître. Toute personne qui n'aura pas leur volonté de réprimer les musulmans ou l'immigration sera traitée d'islamo-gauchiste, de Bilal ceci, d'Ali cela, bref sera catégorisée comme l'ennemi. Une autre technique est par exemple de psychiatriser ses opposants. Si une personne émet une opinion qui n'est pas la mienne, c'est qu'elle a des troubles mentaux, car ma vision du monde est la seule qui soit correcte. La remettre en cause est de la folie. On a par exemple de la part des trolls d'extrême droite du 18-25 un copier-coller récurrent, vu qu'ils ont aucune personnalité, qui consiste à dire que le gauchisme est une maladie mentale. Ce qui est assez comique de ces gens d'extrême droite quand on sait que la psychiatrisation de la dissidence était une méthode de répression, notamment en URSS, donc les 18-25 sont des staliniens. Il est assez évident qu'une personne considérée comme folle ne peut pas 1. Avoir raison, vu que c'est le contraire de la folie, et 2. Être comprise, la folie ne s'expliquant pas. Évidemment, dans notre société psychophobe, c'est-à-dire dans laquelle la norme et le rejet et la stigmatisation des troubles mentaux en général, ça arrive très souvent que tel ou tel camp psychiatrise ses opposants. Par exemple, des athées vont comparer les croyants à des fous qui entendent des voix. Ça n'en fait pas pour autant des extrémistes, mais juste des connards méprisants. Étant donné que la société nous encourage à utiliser la psychiatrisation comme une insulte ou du mépris, alors il faut considérer que la psychiatrisation de ses opposants est un signe d'extrémiste quand elle sort de la norme, donc quand elle est systématique, idéologique et sérieusement assumée. Cette psychiatrisation est d'ailleurs assez proche d'une autre astuce pour identifier l'extrémisme, la déshumanisation, qui est l'élément nécessaire au crime contre l'humanité. L'ennemi supposé, et donc ses alliés présumés, n'est plus un être humain. C'est le diable, une vermine, un rat, un cafard, un parasite.
Il sera comparé à des animaux ou à des objets pour défendre la négation de ces droits humains. Les migrants seront comparés à une boîte de bonbons avec un bonbon empoisonné dedans. Les étrangers seront comparés à de l'huile qui ne se mélange pas avec l'eau. Paye ta démonstration. Ou encore, le militant de gauche sera comparé à un robot ou à un logiciel programmé, si vous voyez qui fait ça. Bruno le Navet. Évidemment, l'extrémiste trouvera toujours un subterfuge pour justifier moralement cette déshumanisation. C'est pour la bonne cause, c'est pour se protéger, c'est pour sa sécurité, c'est une façon de parler, c'est pour sa liberté, bref, c'est pour le camp du bien. Bien entendu, une seule de ces caractéristiques ne fait pas l'extrémisme et n'implique pas forcément une dérive violente. On a le droit de s'énerver, de s'égarer, d'être un peu con et de ne pas prendre du recul sur ses propos. Ainsi, c'est sur le long terme et avec plusieurs éléments qui se cumulent que l'on peut identifier la dérive extrémiste. Le pire étant peut-être de ne pas être soi-même l'extrémisme, mais de le tolérer et de le défendre en se compromettant avec des compromis. Voilà pourquoi les extrémistes et leurs alliés, les modérés, devraient être purgés dans des camps. Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pourrez retrouver dans la description les liens pour me suivre sur les réseaux et me soutenir sur Tipeee. On se retrouve dans quelques jours pour la prochaine émission, chaque dimanche midi. Allez, salut les bouseux!